Oui, c'est bien. Alors, on va parler maintenant médicaments avec vous, Alain. On parle évidemment beaucoup de médicaments qui sont testés contre le Covid actuellement. Et c'est l'occasion pour vous de revenir sur un des premiers antivirales qui a révolutionné la prise en charge d'une autre maladie gravissime qu'est le sida. Absolument. Donc, je vais vous parler de l'AZT, l'azidovudine, azidotimidine, de façon savante, qu'on appelle le fameux rétrovir. Alors, c'est effectivement un des premiers qui était utilisé. Alors, c'est intéressant parce que c'est exemplaire de la façon dont fonctionnait déjà à l'époque, et comment vont fonctionner actuellement les laboratoires pharmaceutiques, c'est-à-dire exploiter des découvertes publiques pour en faire un maximum de profit. Alors il faut se rappeler que en 1981, en juin 81, exactement le 5 juin 81, est apparu ce fameux SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise, aux États-Unis, en Californie, et dans la communauté homosexuelle initialement, qui d'ailleurs a été très largement et scandaleusement, je dirais, mise en cause là-dedans. Et donc on découvre donc rapidement le virus, ces fameux montagniers gallo. C'est un rétrovirus, donc qui agit d'une certaine façon. Et puis on n'avait pas grand-chose pour le traiter, puisqu'on savait à peu près traiter les maladies opportunistes. C'est les maladies qui apparaissaient suite à cette infection, puisque l'infection effondre l'immunité, l'immunodéficience, donc les patients attrapent toutes les maladies virales, parasitaires, fongiques, etc. Donc on n'avait pas de traitement spécifiquement contre le virus. Et c'est là qu'arrive donc l'AZT. Alors l'AZT arrive là, enfin pas exactement, parce que ça AZT, et ça que c'est intéressant, il existait depuis 20 ans à peu près. C'est-à-dire que dans les années 1969, il y a un chimiste qui travaillait dans une université, à Détroit, Wayne University, donc, qui est dans un centre anticancéreux, qui travaillait pour le NCIS. Le NCIS, c'est le Centre national du cancer américain, si vous voulez, donc sur des fonds publics, et qui travaillait sur des nouveaux anticancéreux. Il avait découvert ce fameux AZT, donc sur des fonds publics, bien entendu. Et puis, finalement, ce produit n'était pas très actif contre le cancer, il semblait un peu toxique, il avait donc été mis un peu dans un placard. Cependant, déjà un peu plus tard, un chercheur allemand avait montré qu'il était actif contre un rétrovirus de la souris. Donc déjà, il y avait quelque chose en tête. Et puis, quand le sida arrive, on fait ce qu'on a fait actuellement. Certains disent que ceux qui ont découvert ça, donc d'aller rechercher dans des vieilles molécules, et puis d'essayer de voir si elles sont actives sur un virus. Et donc, il y a une équipe une équipe également d'universitaires, dont un nommé Matsui, par exemple, ou Brosser, qui avaient travaillé avec quelques chercheurs d'un laboratoire anglais qui s'appelle Burroughs Wellcome, qui est devenu après GlaxoSmithKline, grâce justement au profit très important qu'ils ont tiré avec le rétrovir. Et donc, ils ont travaillé sur ces produits. Ils ont montré que ce fameux AZT était actif in vitro, donc sur des cultures de cellules, contre ce fameux rétrovirus. Et donc, ils ont ensuite montré que ça marchait également sur les patients, disons, sur un petit essai. Et donc, stade suivant logique, l'essai clinique. Alors, l'essai clinique, un vrai essai clinique, pas double aveugle contre placebo. Un double aveugle, pas des trucs un peu foireux, comme on connaît bien, là. Et puis, finalement, ils font ça sur un certain nombre de patients. Pendant 24 semaines, ils donnent de la ZT. Et puis, ils s'aperçoivent que ça marche très, très bien, puisque le taux de CD4, ces lymphocytes qui sont effondrés, sont tués, si vous voulez, par le rétrovirus, réaugmente. Et donc, à ce moment-là, ça montrait que ça... D'ailleurs, l'essai a même été arrêté avant sa fin, etc. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que il y a une publication, bien entendu, dans le New England Journal of Medicine, c'est pas le Lancet, c'est le New England Journal of Medicine, pour montrer l'efficacité, donc c'est chez les patients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 39 signataires, il y en a 34 qui sont des universitaires, des chercheurs, etc. Il y en a 5 qui sont du laboratoire. Bon. Donc, il faut bien dire ce que ça veut dire. Ce qui n'empêche que le laboratoire Burroughs Wellcome prend un brevet, et il n'y a aucun des chercheurs publics qui sont dans le brevet. Il n'y a que les gens de Wellcome qui sont dans ce brevet. C'est quand même assez intéressant. Et donc, à ce moment-là, tout va bien d'un point de vue médical, sauf qu'il y a un véritable scandale derrière ça. Un scandale, c'est là qu'est venu Act Up. Act Up a été créé grâce à ça, parce que le laboratoire, non content de prendre un brevet d'exclusivité, il vend ça $10 000 par traitement, ce qui est énorme à l'époque, $10 000, c'est beaucoup. Et donc, évidemment, aux États-Unis, le système de santé et de remboursement n'est pas ce qu'il est en France. Évidemment, on ne pouvait pas se le payer. Donc, scandale, etc. Il y a eu des tas de manifestations. Act Up voulait que toutes les personnes porteuses puissent bénéficier de ce traitement. De cet AZT, ce qui était assez logique quelque part. Et donc, c'était l'époque où on mourait très vite du sida. On mourait très, très vite du sida, c'était très, très grave.
grave, le sida. Hein. C'est toujours très grave. Enfin, maintenant, on a quand même des traitements. Et donc, finalement, ils ont même envahi Wall Street, hein, avec des panneaux, etc., en voie, etc., etc. Il y a eu... le président de Wellcome a été convoqué par le Sénat américain. Il a juré qu'il était pour rien. Enfin, vous connaissez le système. Les prix ont quand même baissé, finalement après, comme par hasard, mais ce n'était pas suffisant pour que les pays, notamment en voie de développement, etc. Donc il y a eu des tas de protestations, notamment il y a eu des associations, des collectifs de patients qui ont attaqué le brevet en disant « Mais attendez, vous avez pris un brevet sur un produit qui était connu ». Hein, que vous ne voulez pas trouver vous-même, etc. Finalement, ils ont malheureusement été déboutés, etc., etc. Mais il y a quand même certains pays qui se sont dit, après tout, leur brevet, on s'en moque, notamment l'Afrique du Sud, ils ont violé le brevet, hein, et ils ont fabriqué eux-mêmes leur AZT, et à ce moment-là, ce qui ne coûte rien à fabriquer, et à ce moment-là, ils ont pu traiter leurs patients. Et quelle conclusion on peut tirer de ça? Une conclusion optimiste ou pas du tout? Non, moi, ma conclusion, elle est très sombre, parce que ça prouve exactement ce que c'est-à-dire que médicaments trouvés par le secteur public, avec des fonds publics, des chercheurs publics, les taxes, quoi, si vous voulez. Les essais cliniques, ils ont été réalisés où ça? Dans des hôpitaux publics, américains en l'occurrence, mais c'est la même chose dans tous les cas. Et puis derrière, il y a les laboratoires qui prennent un brevet et puis qui le vend à des prix astronomiques. On a d'ailleurs le même exemple actuellement avec Gilead, hein, qui nous a fait le coup avec le Sofosbuvir, 45 000 € le traitement, et qui veut nous refaire le même coup avec le Remdesivir. Vous savez, ce médicament qui est prétendu est actif contre le Covid, mais c'est pas clair. Hein, ils veulent absolument forcer pourquoi ils vont le vendre extrêmement cher. Et puis ça va être la même chose, à mon avis, avec le vaccin, comme ça d'ailleurs été avec les médicaments anticancéreux, puisqu'il y a un centre de campagne encore récemment qui a montré... médicaments très efficaces. Très efficaces, hein, mais qui vont coûter des fortunes, des traitements 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros le traitement. Donc, qui peut payer ça? C'est pas possible. Merci beaucoup, malgré cette conclusion pessimiste, Alain.